L'inondation du 1er mai 2023 restera gravée à jamais dans l'histoire de Baie-Saint-Paul. On sait maintenant qu'au-delà des quelques 180 propriétés inondées par cette crue historique, une des deux sources d'alimentation en eau potable de la municipalité fut sérieusement mise en danger. D'importants travaux ont été réalisés au cours de la dernière année afin de sécuriser cette importante source d'eau potable. La ville de Baie-Saint-Paul puise grosso modo annuellement environ 1,1 million de mètres cubes d'eau. Puis ce qui provient d'ici, où on se trouve dans le secteur du Genévrier, c'est approximativement un 40-45 de la production d'eau potable qui vient du site ici. Mais le site joue également un rôle de stabilisation au niveau de la pression puis de l'approvisionnement de tout le réseau. C'est pas un site où on puise l'eau à air ouverte, là. C'est un puits qui a été creusé ici. Parlez-nous un peu de comment, structurellement, comment ça fonctionne, cette prise d'eau ici. C'est effectivement un puits qui puise l'eau dans la nappe phréatique, à environ 125 pieds de profondeur sous nos pieds pratiquement. Puis c'est un petit peu le même principe que les gens peuvent avoir dans leur résidence, à plus grosse échelle, bien sûr. La capacité est plus importante, mais c'est le même principe. Justement, on prélève combien de litres d'eau par jour ici? Bien, ça dépend des journées. La consommation estivale ou hivernale est complètement différente. La population, le tourisme en été, c'est beaucoup plus important. Mais grosso modo, à l'endroit où on se trouve, on peut avoir un 1500 mètres cubes dans une journée approximativement. Qu'est-ce qui est arrivé la journée des inondations ici? Est-ce qu'on a failli perdre notre prise d'eau? La rivière fait une avulsion, donc un déplacement latéral, si on veut, dans le secteur ici, d'une vingtaine, 20, 25, 30 mètres approximativement, parce que quand on venait ici, il y a 2 ans, à l'endroit où on se situe présentement, on ne voyait pas la rivière. C'est un couvert forestier à l'arrière de nous, sur un 20... On l'entendait, on n'était pas à une distance énorme, mais on ne la voyait pas. Puis c'est durant les événements, une fois que l'accès était redonné, parce qu'on se souvient qu'on n'avait plus accès au secteur d'ici pendant un certain temps, le pont de la 138 était endommagé complètement, qu'on est venu sur place puis qu'on a vu où nous en étions, à quel point la rivière avait complètement changé son lit d'endroit. Donc, on n'a pas assez proche de perdre notre prise d'eau pendant les inondations. Bien, effectivement, on peut dire qu'on a passé bien près de quelque chose qui aurait amplifié, mettons, la catastrophe du 1er mai. Qu'est-ce qu'il a fallu faire maintenant comme travaux pour sécuriser la prise d'eau et la rendre pérenne, qu'on s'assure que pour l'avenir, cette prise d'eau-là soit bel et bien sécuritaire face aux inondations qui peuvent survenir? Parlez-moi des travaux qu'il a fallu faire ici. Bien, déjà, quelques jours suivant le 1er mai, le 3 ou le 4 mai environ, en urgence, on a fait un empierrement qu'on savait non conforme relativement aux règles de l'ingénierie, mais c'était des travaux d'urgence pour stabiliser le secteur en cas de nouveaux coups d'eau, parce qu'on n'était pas à l'abri d'une nouvelle pluie ou d'une nouvelle intempérie. Suite à ça, il y a eu des études qui ont été réalisées dans le secteur, une étude d'hydrogéomorphologie du secteur, qui nous a permis d'avoir les données nécessaires pour faire des plans, ceux-ci, aux normes de 2023 ou 2024, selon. Et des plans aux normes, mais également des plans acceptables par les autorités gouvernementales qui régissent et qui réglementent l'ensemble des interventions d'une municipalité sur des cours d'eau. Exactement. Ici, avant d'entreprendre les travaux, autant le ministère de l'Environnement que le ministère de la Sécurité publique et tous leurs professionnels, que ce soit en hydraulique, en ingénierie ou peu importe, ont analysé les plans et ont approuvé ceux-ci avant qu'on amorce les travaux. Maintenant, parlons-en des travaux. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il y a un mur au complet qui a été remonté ici. Bien, c'est un empierrement dont une partie, on appelle ça, c'est un mur de gabion. Donc, c'est un empierrement général. Il a fallu, durant les travaux, élargir la plateforme. Puis c'est 3000 à 3500 tonnes de roches d'environ 1 mètre de diamètre
qui ont été mis en place ici pour sécuriser le secteur. Vous avez créé une paroi d'une longueur de quoi? On parle de 200 mètres environ? Non, c'est plus un 250 à 300 pieds, donc un 90 mètres, je vous dirais, là, d'empierrement. C'est des travaux qui ont été évalués à combien? L'évaluation des travaux était autour de 700 000 la facture est répartie à 75 au ministère de la Sécurité publique et à 25 pour la ville de Baie-Saint-Paul. Cependant, c'est des travaux qui ont été faits en régie municipale, donc c'est le personnel municipal qui a procédé aux travaux, puis ce qui a permis de réduire un peu la facture là, pour autant le gouvernement que la ville. Une récente étude révèle que la rivière a connu un rare épisode de crue torrentielle causant de lourds dégâts. On a fait faire une étude hydrogéomorphologique, donc par un hydrogéomorphologue, pour essayer de comprendre. Puis suite aux événements, on a tout de suite lancé cette étude-là parce que les événements pour tout le monde ont paru un petit peu... hors du commun? Hors du commun, je pense que ça serait un bon terme. Parce que les événements ont été non seulement hydrologiques, c'est pas juste l'eau. À Baie-Saint-Paul, il y a eu un niveau d'eau qui a monté, qui a inondé, mais ici, ça a été hydrosédimentaire. Il y a eu une charge en sédiment, donc ça a été... Là, on parle de roches, de sable. De roches, exactement. Fait qu'on appelle ça, les termes, c'est une crue torrentielle. Donc, il y a la crue d'eau, mais il y a la crue torrentielle, ce qui fait qu'elle a la force de mettre en mouvement tous les sédiments, là on parle de sable, on parle de blocs également, qui se mettent à bouger, à se redéposer. Et là, bien, la rivière elle perd un peu le contrôle, elle les dépose à certains endroits. C'est destructeur, une inondation comme celle-là. Oui, c'est comme si la forme du lit qu'elle a, elle peut le perdre puis en créer une nouvelle forme. Et c'est ce qui s'est passé ici. Là, on est dans le fond à la station P1, mais on est à l'apex, c'est-à-dire à l'amont de la zone qu'on appelle une espèce de petit cône alluvial. Donc, c'est la zone où elle a été le plus dynamique. Daniel a mentionné que la rivière, elle a bougé, elle s'est déplacée sur un 30 mètres presque environ. Oui. Mais dans le fond, on voit juste à l'arrière de moi son ancien lit. Donc, à notre droite, c'est son ancien lit, c'est là qu'elle coulait. Et on voit également que cette rivière, on ne la voyait pas avant les inondations. On l'entendait, mais elle était presque... Elle était sous bois à l'époque. C'est ça. Donc, ici, il y avait un 25 à 30 mètres qui était sous bois, avec une charge en sédiment, un lit, ainsi de suite. La rivière est venue chercher. Et dans son ancien lit, elle a déposé de 1,8 à 2 mètres de sédiment. Elle a déposé plus haut que moi, je mesure 1,68. C'est ce qui a provoqué sa déviation. Exactement. Dans le fond, elle est arrivée, elle était extrêmement chargée en sédiment. Elle a rempli son lit. Puis quand son lit a été rempli, bien, elle s'est tassée à côté. Trouvé un autre chemin. Puis là, elle s'est mise à creuser. Puis pourquoi elle l'a rempli? C'est parce qu'ici, c'est une zone qu'on peut dire en rupture de pente. Elle arrive des montagnes, elle est très, très à pic, elle a beaucoup d'énergie. Et là, on tombe, on est comme à l'apex. Dans le fond, on est au début de la plaine. Et comme il y a moins de pente, il y a moins de versants, elle perd son énergie, elle se met à les déposer, elle remplit son lit, et là, elle se met à les gruger à côté. Et c'est ce qu'on appelle une avulsion. C'est là qu'elle coulait, maintenant, elle coule à côté. Est-ce que cette rivière-là a toujours été au même endroit avant les inondations? Puis qu'est-ce que votre étude a révélé là-dessus? Parce qu'on a l'impression que ça a toujours été comme ça et puis que ça a été une exception que l'on a vécue. Ce qu'on s'est rendu compte avec l'étude, c'est que c'est pas si exceptionnel que ça. C'est dans sa nature. Le tronçon ici, que la rivière bouge, que la rivière fasse des avulsions, qu'elle dépose, qu'elle tombe en régime torrentiel, c'est dans sa nature de le faire. Elle ne le fait pas chaque année. Mais ça fait un événement qui n'est pas commun, il peut être rare, mais c'est dans sa nature de le faire. Elle l'a déjà fait. Donc, l'étude a permis de documenter ça. Absolument. Là, dans le fond, j'ai une carte qu'on va présenter. Et la carte présente, dans le fond, les formes actives puis les tracés historiques. C'est-à-dire qu'on a couvert le Québec avec des images prises par avion, donc des images
aérienne et on a tracé les formes de la rivière en 1927, en 1951, en 1964, en 1976, en 2021, en 2023. Pu superposer les couches d'images. Bien, c'est pas moi, mais la firme, là, donc, mais ils ont pu superposer les couches puis dire, bien, en 1927, c'est là qu'elle était. En 1951, c'est là qu'elle était. Puis là, en superposant tout ça, bien, qu'est-ce qui apparaît? C'est que, bien, dans le tronçon ici, bien, il y a comme un étendu qu'on appelle une limite des formes actives historiques. Bien, elle a tout utilisé ça historiquement, puis c'est pas historiquement sur 1000 ans, c'est historiquement sur même pas 100 ans, en fait. Donc, c'est une zone qui est appelée à bouger là-dedans. Donc, on peut dire maintenant que la prise d'eau, une des 2 prises d'eau de la ville de Baie-Saint-Paul, est maintenant à l'abri d'événements qui pourraient être des inondations torrentielles? Oui. Dans le fond, là, c'est un ouvrage qui a été fait pour ça. Donc, vous allez bien dormir au printemps prochain. Absolument. Il faut. Merci beaucoup. Merci.